Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information. Voici l'essentiel des titres à développer dans ce 13h. De l'eau potable pour les localités situées le long des frontières communes Bénin-Togo. C'est une matérialisation des frontières par une consolidation des liens entre les peuples togolais et béninois. La rage, il en sera question dans cette édition. Alors que la zoonose prend de l'ampleur, les spécialistes de la médecine vétérinaire prennent, eux, la mesure du mal. Nous vous proposons un zoom sur la rage dans cette édition. Fin de séjour au Bénin pour les experts de la Fédération française de football. Le football béninois est passé au crible pendant 2 semaines. Les conclusions des experts français à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue. La gestion conjointe des frontières communes entre le Bénin et le Togo se déroule sous de bons auspices. Les localités situées entre les deux pays en passant par la commune de Waké ont connu un double événement. La cérémonie officielle de lancement du bornage couplée à la remise de forages. Grâce à l'appui technique de la coopération allemande, les populations bénéficiaires pourront désormais s'approvisionner gracieusement en eau potable. Les autorités ministérielles présentes aux manifestations ont loué les efforts des présidents Patrice Talon du Bénin et Faure Gnassingbé du Togo pour le renforcement des liens de coopération. Abdallah Fouidrissou et Ousmane Baparapé, reportage. Voilà le geste qui éloigne désormais les bénéficiaires des maladies hydriques. Des forages réalisés de part et d'autre des 2 villages frontaliers portant le même nom, Madiatom. La coopération allemande sous l'égide de l'Union africaine s'engage ensuite dans la concrétisation du processus de délimitation. Les bornes qu'on veut mettre ne sont pas des systèmes de séparation. C'est tout simplement des éléments pour dire une souveraineté s'arrête là et l'autre commence. Pour sa part, la Commission de l'Union africaine vous assure qu'elle ne ménagera aucun effort pour faciliter la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine aux échelles nationales, régionales et continentales. L'opération démarre avec une 60aine de bornes sur un total de 241. Les 7 forages réalisés permettront, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, d'assurer l'accès à l'eau potable à une moyenne de 21 000 personnes dans les localités frontalières réparties entre le Bénin et le Togo. Nous vous renouvelons par la même occasion notre soutien et souhaitons que le partenariat qui nous lie se renforce davantage. Soucieuses du bien-être des populations, les différentes autorités venues des 2 pays frères se réjouissent des fruits de la coopération tripartite. Dans d'autres pays, pour matérialiser des frontières, cela se fait sous la tension, avec des canons de part et d'autre, des soldats lourdement armés pour voir qui va faire quoi. Ici, on a la chance, cela se fait avec la danse. La solidité des relations entre le Togo et le Bénin a toujours été entretenue par nos dirigeants, quels qu'ils soient, et aujourd'hui encore plus entretenue par le président Patrice Talon du Bénin et bien sûr le président Faure Gnassingbé du Togo. Je voudrais que les populations de Madiatom et les populations des autres préfectures dans lesquelles ces forages ont été réalisés, que vraiment vous donniez l'exemple. La pose de la première pierre à la limite des frontières marque la fin de la cérémonie. Politique à présent avec cette sortie médiatique du mouvement des jeunes pour le développement de la commune de Ouessé dans le département des Collines. Ils ont fait une déclaration à travers laquelle ils fustigent les propos tenus par une autorité de la 10e circonscription électorale. L'histoire remonte à mars dernier lors du rejet du projet de révision constitutionnelle. Je vous propose d'écouter un extrait de cette déclaration au micro de Vitis Aoré et Simon Vignon. La présente sortie, nous venons signifier à nos chers aînés que nous avons pris acte de leurs propos et aviserons de façon appropriée en temps opportun avec l'appui et la pleine participation de toute la population. Aussi, nous profitons de cette même occasion, signifier que notre mouvement
n'est commandité par personne et n'est dirigé contre personne. Il est plutôt l'expression de malaise d'une jeunesse qui n'a jamais décidé de prendre son destin en main et refuse de continuer à servir d'échelle à une génération d'aînés, car comme l'a si dit le respectable activiste américain Martin Luther King, à un moment donné de l'histoire, je cite, « Ceux qui sont devant doivent apprendre à diminuer, s'effacer, pour que d'autres progressent et grandissent. » On parle d'éducation maintenant. La commune de Comin, dans le département du Mono, pose les fondements pour de meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Le maire de la commune, Pascal Ressou, accompagné des autorités en charge de l'éducation, a lancé mercredi les examens blancs au profit des candidats de sa commune. Jérôme Mongbo pour plus de détails. Vos camarades de Doli font la même chose. Vos camarades de Saint-Cota font la même chose. À Coréa, c'est la même chose. Le maire, Pascal Ressou, vient ainsi de lancer les examens blancs au profit des candidats au CEP dans tous les arrondissements de sa commune. Au centre de Comin 1, 804 candidats composent. Depuis 7 heures, on a déjà installé les candidats dans les salles avec leur numéro. Tout est déjà inscrit. Les numéros sont déjà inscrits sur les tables et devant les salles de classe. Et tous les candidats sont déjà installés dans leur salle de classe respective. Ce test de niveau organisé avec le concours des autorités en charge de l'éducation à la base a bénéficié du soutien de la mairie. L'objectif que nous poursuivons, c'est une réussite totale, de bons résultats à la fin de cette année. Et nous avons essayé de prendre des dispositions pour que cette année, tout le monde ait le sourire aux lèvres à l'issue des examens de fin d'année. Il faut dire que déjà la semaine dernière, nous avons lancé des séances de renforcement de capacité de nos apprenants. Et donc, c'est ça que nous sommes en train de tester maintenant. Et à l'issue de ce test, les résultats nous donneront la démarche à suivre. L'ambition pour 2017 est grande. L'année dernière, vous savez bien, nous avons eu moins de 40%. Il faut que cette année, qu'on puisse accroître ces résultats-là. Et c'est dans ce cadre que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que les enfants, à l'issue de l'examen, qu'on puisse avoir de bons résultats, atteindre au moins 80%. Il s'agit du tout premier examen blanc. D'autres suivront afin que les objectifs poursuivis soient atteints. Toujours à l'école, on en vient à ces abus sexuels dont sont victimes les filles en milieu scolaire. Eh bien, ces abus sont dans le viseur des autorités en charge de l'éducation. Les récents cas d'abus enregistrés à l'école primaire publique de Basila ont attiré l'attention du ministère des enseignements maternels et primaires. Le ministère entend corser désormais la répression contre les prévenus. Nous vous proposons de suivre à cet effet le conseiller technique du ministre des enseignements maternels et primaires, Léon Jossé. Il est au micro de Emilienne Fayomi. Le premier niveau, ce sont les sanctions administratives. Donc l'administration est déjà saisie et prendra les sanctions administratives qui s'imposent. En dehors de la sanction administrative, il y a les poursuites pénales et au plan judiciaire. Je pense que le procureur de la République sera déjà saisi du dossier pour engager les poursuites éventuelles. Il sera déjà saisi. Je pense que ça, c'est des actes, des crimes impardonnables. Comment comprendre qu'un enseignant, un éducateur qui est appelé à servir de modèle puisse encore être prédateur de ses propres apprenants. Donc à partir de là, dans les prochains jours, je vous rassure, le procureur sera déjà saisi et engagera les poursuites éventuelles contre ce directeur d'école indélicat. Les sanctions, c'est d'abord on relève le directeur et conformément aux lois régissant les APE, il y a des rétrogradations, d'échelons, des abaissements, des mises à l'écart et des sanctions de premier degré et de deuxième degré, conformément aux lois qui régissent les fonctionnaires de l'État. Santé à présent et on s'intéresse à la rage. Je vous l'annonçais dans les titres. Les acteurs béninois de la santé vétérinaire se mobilisent pour l'élimination de la rage. Ils ont organisé mercredi
un atelier de validation du plan stratégique de lutte contre cette zoonose. Les travaux ont eu lieu à la direction de l'élevage à Cotonou. Reportage Bruno Hotekbo, Jérôme Mumbo. En Afrique, selon les statistiques, la rage tue une personne toutes les 10 minutes. Mais au Bénin, cette maladie endémique est encore négligée, et ce pour plusieurs raisons. La faiblesse des capacités des services vétérinaires, la non-maîtrise de la couverture vaccinale, la faible capacité de diagnostic de la rage, mais également l'absence d'une législation spécifique sur les chiens et les autres animaux de compagnie. Toutes ces raisons justifient l'organisation du présent atelier dont l'objectif général est de doter notre pays d'un plan de lutte efficace contre la rage. Il s'agira de façon spécifique de procéder à la validation du plan national d'élimination de la rage, de définir une feuille de route et de proposer des stratégies pour la mobilisation des ressources à cette fin. Le temps de prise de conscience face à cette zoonose a sonné. Je me réjouis de la mobilisation des institutions internationales pour des actions coordonnées au regard du concept Une seule santé, One Health. Vos réflexions et vos suggestions seront d'un apport considérable à l'amélioration du document soumis à votre appréciation. Je mesure la complicité de l'exercice, eu égard à la nature du sujet et aux enjeux, mais je suis persuadée, au regard de vos expériences, que nous atteindrons les objectifs assignés à la présente rencontre. La rage est évitable par la vaccination et la sérothérapie des personnes exposées, la vaccination préventive des personnes à risque d'exposition et des chiens, vecteurs majeurs de la maladie. Et à propos de la rage, retenez qu'elle est une zoonose, une maladie qui se contracte par la morsure d'animaux domestiques et de compagnie. Mais alors, comment se manifeste-t-elle? Quelles sont les précautions à prendre en cas de maladie? Esquisse de réponse dans ce sujet de Bruno Hotekbo, Jérôme Mumbo. D'origine animale, la rage est une maladie qui peut être transmise par 3 sources. Les chiens, les chats et les singes dans les maisons, puis les renards souvent rencontrés dans la brousse et les chauves-souris. Ça peut se faire à travers une plaie ou à travers une griffure ou bien à travers le léchage d'une plaie. Le virus rabique est rare chez l'homme, mais une fois atteint, il circule dans ses nerfs. C'est à travers ces nerfs-là que le virus va cheminer pour aller jusqu'au cerveau. Et au niveau du cerveau maintenant, le virus se multiplie. Une fois que le seuil est atteint au niveau du cerveau, ça repart du cerveau dans tous les organes maintenant. Et plus particulièrement dans la glande salivaire. La rage est une maladie évitable à 100%. Et toute personne atteinte doit mettre à profit le temps d'incubation afin de ne pas en mourir. L'enfant qui était bruyant, qui s'amusait, etc., devient brutalement tranquille. Il peut ne pas avoir de la température. Parfois, il peut se mettre à vomir. Avec un bol d'eau, il se met à se rétracter. Et il n'arrive plus du tout parce qu'il n'arrive pas à déglutir, parce qu'il a mal à la gorge. Et quelquefois, il arrive à aboyer, exactement comme le chien. Quelles précautions immédiates prendre en cas de morsure par les animaux concernés? C'est surtout l'eau savonneuse, n'importe quel savon que vous mettez dans l'eau, vous faites mousser et vous prenez cette eau savonneuse pour laver la plaie ou la griffure, parce que l'eau savonneuse inactive le virus rabique. Et vous mettez une compresse propre dessus et vous courez maintenant au centre de santé le plus proche. À Cotonou, c'est le centre de Cotonou 1 qui se trouve à Tokpahoho. Là, ils sont très très bien. Un chien enragé doit être gardé chez le vétérinaire pendant 15 jours d'observation. Si le chien dépasse les 15 jours sans mourir, on peut confirmer effectivement qu'il n'est pas enragé. Qu'il soit enragé ou qu'il ne soit pas enragé, nous conseillons à tous les détenteurs de chiens de faire vacciner leurs chiens. Le vaccin du chien, c'est à peine à 5 000 francs. Or, il faut au minimum 100 000 francs CFA pour guérir un enfant enragé. La sensibilisation contre la rage doit donc être une affaire de tous. Et on quitte cette atmosphère rabique
Hier, nous étions le 10 mai, journée consacrée à la mémoire des Noirs massacrés. Cela fait 16 ans qu'on la célèbre en France, une journée nationale de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, devenue donc journée commémorative du souvenir de l'esclavage, de la traite et son abolition. Cette date met l'accent sur le passé et le présent, la lutte contre la servitude pour bâtir ensemble un monde et un avenir plus juste. Retour sur une date et un devoir de mémoire. Un sujet préparé et commenté par Patrick Diossou. C'est un sujet... Le mercredi 10 mai 2006, le président français Jacques Chirac a présidé les cérémonies de la première journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. C'était au Palais du Luxembourg. Mais avant, au Palais de la République, aux Champs-Élysées, chants et contre-chants de photos et de caméras ont immortalisé ses propos. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. Depuis 11 ans déjà, le 10 mai est en France la journée nationale des mémoires de la traite. Chez nous, en Afrique, c'est pour nous une des causes principales du sous-développement, avec un ressentiment extrêmement fort. Nous sommes bloqués dans la misère parce qu'il y a eu cette saignée historique. Et c'était très important, la loi Taubira, en reconnaissant cela comme crime contre l'humanité. Un crime que certains veulent accrocher aussi aux Africains. D'origine tchadienne et vivant en Côte d'Ivoire, ce jeune homme qui travaille sur les œuvres du Sénégalais Cheikh Anta Diop s'oppose à la culpabilité des rois noirs. C'était par le fusil, c'était par le feu qu'on obligeait même des chefs de famille, des rois, à rassembler des hommes sous le fouet et les vendre. Et ensuite écrire dans des livres d'histoire que non, ce sont les Noirs qui ont vendu les Africains. Mais il faudrait que les Africains écrivent maintenant sur l'esclavage. Parce que tant que c'est le chasseur, comme on le dit, qui écrit son récit de chasse, nous resterons éternellement les martyrs, les incriminés. Devoir de mémoire qui devrait nous inspirer au Bénin, Est-Daombé. Et la célébration de ce 10 mai est à mettre à l'actif de Christiane Taubira, alors députée de la Guyane. Voter pour commémorer le souvenir de la traite des nègres, eh bien, c'est l'aboutissement d'un long combat, un aboutissement qui matérialise un long processus qui, lui, tire son origine de la mobilisation des associations qui luttent pour la mémoire de l'esclavage. Toute une histoire que rappelle ici Patrick Diossou. La loi Taubira, une loi baptisée du nom de Christiane Taubira, députée au Parlement français, rapporteur de la loi. Le code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Seule une loi solennelle disant la volonté du peuple français pouvait contrebalancer. La loi Taubira, une loi française, reconnaît comme crime contre l'humanité les traites et les esclavages pratiqués à partir du XVe siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes. Une activité surnommée aussi commerce triangulaire, car faisant le triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. La France, fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité et en fait elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité. Sous la 11e législature de la 5e République, la loi est adoptée par le Parlement français le 10 mai 2001, promulguée sous le gouvernement Jospin le 21 mai 2001 et publiée au journal officiel le 23 mai de la même année. Esclavage comme crime contre l'humanité, et qui dit crime parle de réparation. Alors question, peut-il y avoir reconnaissance d'une injustice sans exigence de réparation? La réponse semble aller de soi, mais elle pose un tout autre problème lorsqu'il s'agit de l'esclavage ou encore de la colonisation. Certaines organisations continuent d'exiger un dédommagement de la part des États esclavagistes. Je vous propose d'écouter ici le président de la section Bénin du CRAN, le conseil représentatif des associations noires. Il est au micro de Ulvaeus Balogun et Monique Tonron.
Cette célébration mérite d'être organisée chaque année parce que l'esclavage a été un crime. Se souvenir chaque année, c'est une bonne décision. Seulement, c'est la suite qui nous intéresse nous autres. La suite, c'est que d'abord, il faut préciser que cette date a été choisie en référence à la loi Taubira qui a été votée en 2001. Une chose bizarre, c'est qu'au niveau de la loi Taubira, l'article 5 précise qu'il faut indemniser ceux qui ont été victimes de l'esclavage. Mais au niveau de l'adoption de la loi, cet article a été enlevé. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, pour célébrer cette journée, il faut nécessairement poser des actes de réparation parce que sans la réparation, le souvenir en l'état n'est rien. Nous avons des textes en la matière qui stipulent que quand quelqu'un commet un crime, il faut réparer. Pourquoi est-ce que les États comme la France, comme la Grande-Bretagne et autres, qui se reconnaissent comme étant des esclavagistes, qui se reconnaissent comme ayant commis des actes d'esclavage entre griffes, crimes contre l'humanité, ne veulent pas réparer. Et donc, on constate qu'il y a une hypocrisie. C'est les familles qui ont subi l'esclavage qui devaient être réparées. C'est à eux qu'on devait accorder des indemnités. Mais malheureusement, on se rend compte que ce sont ces familles négrières, ceux qui ont exploité les Noirs, qui ont eu des indemnités parce qu'ils estiment qu'ils sont dans leurs droits. On quitte les liens de la servitude, on brise les chaînes de l'esclavage et on parle d'événements plus festifs avec la célébration des noces de diamants de l'Union européenne. Appui à la bonne gouvernance, appui au développement durable, accès à une énergie moderne et durable. Ce sont là quelques actions de l'Union en Afrique et au Bénin. L'institution célèbre 60 ans d'existence et pour l'occasion, elle a réuni à Cotonou plusieurs ambassadeurs, autorités et personnalités. Blaise Adankbo et Edmond Ngbo étaient au milieu des convives. Les hostilités de la célébration de la fête de l'Europe sont ainsi lancées. Une célébration des 60 ans d'existence de l'Union européenne. Les liens entre l'Union européenne et l'Afrique sont riches et diversifiés. D'ailleurs, 2017, c'est une année particulièrement chargée de contenu africain dans l'Union européenne. Le partenariat entre le Bénin et l'Union européenne est vieux de plus de 50 ans. L'Union européenne est présente au Bénin depuis son indépendance et le partenariat entre l'Union européenne et le Bénin s'est approfondi au fil des années. L'Union européenne est un appui important pour notre pays dans les secteurs de la gouvernance, de la décentralisation, de la justice, oui bien, de la justice, des réformes des finances publiques, le développement du secteur privé, l'énergie, la lutte contre le réchauffement climatique et la consolidation de la société civile. À travers le 11e Fonds européen de développement, l'Union européenne a alloué au Bénin une enveloppe financière de 242 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. L'Union européenne salue aussi les réformes entamées par le gouvernement. Le plan européen d'investissement extérieur est donc particulièrement d'actualité dans le cadre du volet d'investissement du programme d'action du gouvernement béninois. Avec d'autres partenaires, l'Union européenne s'est vite engagée à accompagner la volonté de la nouvelle administration de mener les réformes nécessaires à un développement durable et inclusif basé sur la croissance. En 2017, celle-ci commence à prendre forme et nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette voie. L'institution va lancer en juin prochain la semaine de la diplomatie climatique. Une rencontre qui va permettre d'échanger sur les thèmes de la pollution et des émissions liées aux énergies conventionnelles thermiques. Sport à présent, le CEG Albarika Parakou remporte l'édition 2017 de la phase communale du tournoi de football de l'UACS, l'Union des associations sportives et culturelles. C'est à l'issue des épreuves de tir au but que le collège Albarika est venu à bout de son homologue de Guéman, 4-2. Ikiliru Gunusero et Théodore Ganjeko nous proposent le résumé de la partie. Paris gagné pour l'Union des associations sportives et culturelles de l'enseignement secondaire du Borgou. La phase communale à Parakou du championnat scolaire a vécu avec le sacre au football du CEG Albarika au tir au but 4-2 devant le CEG Guéman. Une victoire du CEG Albarika décrochée au prix des efforts. On a essayé de travailler et grâce au coach aussi, on a appliqué tout ce qu'il nous a dit et on a pratiqué ça sur le terrain. Ce qui a laissé, on a été au tir au but. Ce qui n'a pas marché, c'était qu'on est du côté physique, ils étaient plus en forme que nous.
Leur gabarit, ils avaient plus la gabarit que nous, donc c'était tout. Du spectacle, il y en a eu sur le terrain du Seye Zongo, même si à l'arrivée, il n'y a pas eu de but. Vous avez offert un beau spectacle. Vous êtes talentueux. Personne n'a démérité. Je le disais, ayez l'esprit olympien. Le dialogue, c'est une compétitivité. Et vous avez vu, c'est la chance qui a souri. Les deux sont méritants. L'édition 2017 de la phase communale de l'UA16 s'est déroulée grâce au soutien de la mairie de Parakou, surtout du premier adjoint au maire. À ma qualité de représentant de la mairie, je voudrais rassurer que nous allons prendre les dispositions pour accompagner les équipes communales qui vont représenter. Et là, je parle à ma qualité d'adjoint chargé des questions sportives. Au football féminin, c'est le Seye Zongo qui est sacré équipe championne devant le lycée Mathieu Bouquet. Je vous annonçais dans les titres, des experts de la Fédération française de football ont achevé leur séjour au Bénin. Pendant 2 semaines, ils ont passé au peigne fin toutes les arcanes de la Fédération béninoise de football en pleine réforme en vue de la rendre plus dynamique au service du développement du sport roi au Bénin. Leur porte-parole, Pierre Sanomov, s'est confié à la presse. Nous, on était là pour accompagner la dynamique qui se met en place au sein de la fédération béninoise et qui est réelle. On a travaillé sur plusieurs aspects, alors qui ne sont pas nécessairement exhaustifs, mais qui nous semblent être les points prioritaires pour cette politique de développement. Travailler sur l'organisation, la structuration interne de la fédération, qui doit être un vrai outil pour rendre service au club béninois. Travailler sur le développement de la formation et de la détection des joueurs pour avoir un bon niveau du football et du championnat au Bénin. Travailler sur le développement de la communication et des partenariats pour que la fédération puisse développer ses ressources pour ensuite pouvoir les redistribuer pour le développement de la pratique du football. Voilà, on a vraiment 3 ou 4 domaines d'action prioritaires comme cela qui doivent être la feuille de route de la fédération béninoise. Après, sincèrement, nous, on identifie des méthodes de travail, mais la volonté politique, elle existait déjà, on a été heureux de le constater, et l'envie de la fédération d'aller dans cette direction, elle était préexistante à notre arrivée. Et on boucle avec la finale de ce tournoi de football, celui de la FMI, entendez la Fondation Madoni Isaac. Ce tournoi a rendu son verdict dimanche avec à l'affiche Hetin Khouedoma contre Hetin Sota, un duel de finalistes qui a trôné en faveur de Hetin Khouedoma. Guillaume Avienou et Brice Ongbo nous proposent les temps forts de ce challenge. Match de gala entre l'équipe de la Fondation Madoni Isaac en bleu et l'équipe arrivée dernière de la coupe au nom de la dite fondation. Une rencontre en prélude à la finale de la compétition qui met aux prises Hetin Khouedoma et Hetin Sota dans la commune de Dango. Les deux équipes arrivées finalistes ont eu chacune un parcours sans faute, mais il faut une meilleure. Et à l'issue du match, le titre est revenu à Hetin Khouedoma qui a disposé de Hetin Sota sur le score de 1-0. Après demain, d'habitude, on présente 2 équipes. Ils avaient battu l'équipe dérivée, j'ai dit, notre petite équipe, en temps, et ils étaient heureux. Pour cette fois-ci, c'est notre chance. Je remercie le Seigneur d'avoir accordé cette coupe-là pour nous. La défaillante est toujours l'espoir pour celui qui a perdu. Parce qu'il peut se rappeler, il peut encore se rappeler dans des années à venir que les choses qui lui ont permis d'avoir cet échec, il va corriger ces erreurs-là. L'organisateur de la compétition se félicite du fair play qui a prévalu tout au long de l'événement, considéré ici comme un challenge. Vraiment, je suis très joyeux, très content, très satisfait du résultat, puisque je ne savais même pas que la chose allait prendre de si grande envergure. Le monde qui est drainé autour de moi vraiment a été impressionnant, du début jusqu'à la fin. Nous avons commencé depuis février et aujourd'hui c'est la finale. Et vous pouvez voir vous-même, c'est des milliers de personnes qui sont sorties de leur maison pour venir et c'est une grande joie, l'objectif est atteint. Rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2018 du tournoi de football de la Fondation Madoni Isaac.
balle au pied. Et ce sera donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons de passer un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.